Donc rebonjour, on va continuer les exemples d'application pour trouver les torseurs d'action mécanique lorsqu'on a du contact parfait, et là en l'occurrence lorsqu'on a du contact d'un fluide sur un système. Donc on a traité dans la vidéo précédente, alors là juste je suis dans votre poly, le 7.4.2 c'est page 25. Donc on a traité dans le cas précédent le cas du vérin simple effet classique, qui est globalement, on va dire, à connaître par cœur. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modéliser sur n'importe quel point de l'axe de la tige du vérin notre torseur d'action mécanique par un glisseur, donc avec un moment nul sur l'axe de la tige du vérin, et avec comme résultante la pression, si elle est homogène, mais c'est le cas dans un vérin, fois la surface du disque sur laquelle s'applique la pression. Donc ça, c'est ce qu'on a fait précédemment. Et là, on va s'intéresser au cas du barrage. Donc là, je vous donne dans le poly plein de résultats. Alors, ils ne sont pas du tout à connaître. Le barrage poids, c'est un exercice hyper classique, plutôt de physicien, on va dire, même presque. Il y a peu de chances que vous tombiez dessus au concours. C'est juste un bon exercice pour pratiquer et pour comprendre un peu 2-3 trucs dessus. Voilà, donc on va le traiter. Et je vous ai donné, du coup, là, les différents résultats qu'on va essayer de démontrer. Donc, c'est parti. Donc dans l'idée, c'est un barrage électrique. Le principe, c'est qu'on récupère de l'eau, juste pour faire un peu de techno quand même, on récupère de l'eau en bas du barrage, on la fait passer dans une turbine, et à partir donc, de l'énergie cinétique du fluide, on va convertir ça en énergie électrique. Ok, très bien. Et on peut montrer, alors ça c'est de l'hydrostatique, vous verrez ça je crois l'an prochain en physique. En gros, c'est appliquer le principe fondamental de la statique sur un petit élément de fluide. On pourrait même faire ça, on a tous les éléments pour faire ça, même nous en ce moment, mais c'est pas notre programme. On peut montrer que la pression va augmenter avec la profondeur. Et on nous donne la pression exercée par le fluide sur le barrage par cette relation. Donc on voit que la pression, elle va varier en fonction de Z. Et globalement, si je m'amuse à essayer de tracer l'évolution de la pression en fonction de Z, ça va ressembler à quelque chose, par exemple, comme ceci. Avec ici, j'ai juste la pression atmosphérique, et en bas, j'ai la pression atmosphérique, donc plus ρGH. H, c'est la hauteur d'eau dans mon barrage. Et donc, en chaque point, je vais avoir une petite force de pression, enfin une petite force associée à de la pression, et donc plus je vais être au fond dans mon barrage, plus la pression sera importante. Encore une fois, si vous avez déjà nagé au fond d'une piscine, je pense que vous avez senti au niveau de vos tympans que plus vous êtes au fond, plus l'eau elle appuie sur vos tympans. Ok, donc ça c'était la petite minute hydrostatique. Super. Alors, on reprend. Où est-ce qu'on en était ? Voilà, donc la première étape, le premier but du jeu, c'est d'essayer de redémontrer l'expression de ce torseur. Donc le torseur d'action mécanique globale de l'eau sur le barrage au niveau du point O. Alors, où est ce point O ? On va peut-être commencer par là. Donc là, j'ai une vue 3D de mon barrage. Et si je m'intéresse à la surface donc, sur laquelle l'eau appuie. Donc quelle est la surface de contact entre l'eau et le barrage ? Donc sur ma vue en 2D à gauche, ça correspond à ce trait-là. Sur ma vue en 3D, ça correspond à ce parallélogramme, mais qui représente un rectangle. Qui représente un rectangle. Alors, quelles sont les dimensions de ce rectangle au passage ? On voit qu'on a une largeur L, et sur la figure de gauche, on voit que cette hauteur-là, elle vaut H. Voilà. Ok, donc là, on voit l'espace sur lequel l'eau appuie sur notre barrage. Alors, petite remarque en passant. On a vu que la pression augmentait avec la profondeur, mais à une profondeur donnée, la pression, elle ne va pas varier en fonction de Y. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux tracer dans l'idée des isobars, on va dire, en tout cas des points où la pression exercée par l'eau sur le barrage va être identique, et ça va être des lignes horizontales comme ceci. Donc ce qui se passe sur chaque ligne violette, à chaque fois, on aura le même niveau de force, qui globalement va augmenter avec la profondeur, mais je vous trace dans l'idée des isobars. Tout ça, c'est juste des remarques à partir de l'expression de notre pression. Ok. Bon, alors on va appliquer la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire, première étape,
il va falloir calculer le torseur élémentaire, donc je mets un D devant, de l'eau sur notre barrage. Ok. Alors, pour ce faire, on va faire comme d'habitude, on va raisonner autour d'un petit point qu'on va faire varier. Donc ce point, c'est le point M, qui est représenté ici sur la vue 3D. Alors, la première question à se poser, donc autour du point M, on va devoir définir je vais réduire la taille. On va devoir définir un DS. Alors d'après vous, sachant que du coup on a une pression qui est portée par X, et que l'espace sur lequel, enfin la surface sur laquelle on va intégrer, c'est un rectangle suivant Y et Z, je ne sais pas vous, mais moi, assez naturellement, j'ai envie d'utiliser un paramétrage cartésien. Là, le polaire s'y prête pas trop. Et du coup, si je raisonne sur un paramétrage cartésien, et que je m'intéresse au petit élément de surface autour de X, eh ben, il va avoir une composante suivant Y qui va valoir dy, et une composante suivant Z qui va valoir dz. Et si je fais dy fois dz, j'obtiens bien un petit rectangle. Voilà, donc ça va correspondre à mon ds. Donc là, mon ds, ça va être du dy fois dz, parce qu'a priori, je vais plutôt raisonner en cartésien. Ok. Et donc si je raisonne en tout cas au niveau de mon point M, donc encore une fois, on va représenter les choses. Là, je vais avoir donc ma petite force élémentaire de l'eau sur mon barrage. Là, pareil, si je représente tout ça sur mon modèle 2D, donc là, j'ai mon petit élément de surface ds. Et là, je vais représenter ma petite force qui s'applique au niveau de mon point M de l'eau sur le barrage. Alors, vu que ma petite force s'applique au niveau de mon point M, si je suis malin, je vais pouvoir avoir un moment nul si je raisonne au point d'application de ma force, donc au niveau de mon point M. Je vous rappelle, la première étape, on écrit toujours le torseur d'action mécanique local au niveau du point d'application de la force. Et pour la résultante, a priori pour l'instant, je vais noter D de F de l'eau sur mon barrage. Ok. Alors on va juste expliciter cette force. Que vaut la petite force de l'eau sur le barrage? Donc, comme précédemment, c'est une action mécanique d'un fluide sur un solide, donc ça va être la pression, mais qui, attention, cette fois va dépendre de Z, fois la surface, donc ds, c'est la surface du petit élément autour de M, fois donc le vecteur normal, et là encore une fois, je l'ai représenté directement dans le bon sens, ma force, puisque je m'intéresse à l'action mécanique de l'eau sur mon barrage, le sens doit aller de l'eau vers mon barrage. Donc je sais déjà que ma force élémentaire, elle est portée par X. Ok. Donc ça, c'était pour la première étape. Je vais peut-être juste le réécrire. Donc on a du P2Z X ds, vecteur nul pour le moment si je raisonne au point M. Très bien. Deuxième étape, donc, c'est exprimer ce torseur élémentaire en un point qui ne va pas bouger pendant l'intégration. Je vous rappelle, le point M, il va se promener sur toute la surface quand on va intégrer. Alors là, vu qu'on cherche le torseur d'action mécanique au point O, on va raisonner au point O. Donc, deuxième étape, c'est d'écrire ce torseur d'action mécanique, donc de l'eau, alors torseur d'action mécanique élémentaire de l'eau sur le barrage, au niveau du point O, donc on va avoir la même résultante, donc ce sera toujours la petite force de l'eau sur le barrage, mais on va avoir un moment en haut de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. Et donc cette fois-ci, j'écris bien mon torseur en haut. Alors la résultante, elle n'a pas bougé, c'est la même. Par contre, il faut calculer le moment, donc avec le moment en haut de l'action mécanique de l'eau sur le barrage qui est égal à quoi? Là, on va faire du varignon, comme d'habitude. Et est-ce qu'il y a un point où on connaît déjà l'expression du moment? Oui, au niveau du point M, je sais que le moment est nul. Donc assez naturellement, je vais passer par le point M et dire que c'est moment en M de l'action mécanique de l'eau sur le barrage. Plus OM, vectoriel, la résultante de mon torseur, c'est-à-dire petite force élémentaire de l'eau sur le barrage. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre des dés sur les moments, c'est pas bien. Ok, donc,
On va faire le calcul. D de moment O de l'eau sur le barrage, c'est égal à, donc vecteur nul, puisque le moment M était nul. OM, ça vaut quoi? Alors là, si je reprends mon schéma, je vois que M, c'est un point qui a par rapport à l'origine O de notre repère, hein, O c'est l'origine du repère, une coordonnée Y sur Y et une coordonnée Z sur Z. Donc OM, ça va être égal à Y porté par Y, plus Z porté par Z. Excusez-moi, c'est quoi ce plus? C'est un produit vectoriel, hein, c'est du varignon. Vectoriel ma résultante, c'est-à-dire P x ds. Ok. Alors, c'est parti. Donc là, il y a deux produits vectoriels à faire. Dans le premier, donc, je vais avoir du y p ds, y vectoriel x, y vectoriel x, ça fait moins z, donc moins z. Et ensuite, donc, je vais avoir a priori du z p, alors excusez-moi, p, je vais peut-être, pour pas l'oublier après, hein, rappeler que ça dépend de z, hein, c'est du p de z. Donc z, p de z, z, p de z, qu'est-ce que je voulais dire? ds, et après là j'ai du z vectoriel x, ça fait plus y, donc là j'ai un plus y. Ok, donc tout ça pour dire que mon torseur, mon petit torseur d'action mécanique de l'eau sur le barrage au niveau du point O, on va pouvoir l'écrire sous la forme, donc P de Z x ds. Ok, ça c'est pour la résultante. Et pour le moment, on va avoir donc une composante suivant y qui vaut z P de Z ds portée par y. Alors, je vais plutôt à chaque fois. Alors à chaque fois, je prenais l'habitude de mettre plutôt les ds. De mettre plutôt les ds à la fin. Pour les intégrations, ce sera un tout petit peu plus propre. Moins y p de z porté par z ds. Et donc ça, c'est si je raisonne au niveau du point O. Ok, donc ça, c'était la deuxième étape. Donc on va attaquer la troisième étape qui consiste à, cette fois-ci, chercher le torseur d'action mécanique globale, donc de l'eau sur le barrage. Alors, c'est égal à quoi? Alors, comme précédemment, on va commencer par réfléchir déjà aux symétries. Juste au coup d'œil, hein, sans trop réfléchir. Moi, là, si j'intègre... alors, je sais peut-être pas... Alors, on va simplifier. Bon, j'ai pas exprimé les ds. ds, c'est du dx, dy, hein, je l'ai écrit un peu plus haut, là, je sais plus où. Enfin, ici, au niveau de la figure, hein, ds, c'est dy fois dz, excusez-moi. Ok. Bon, x, y et z, les vecteurs hein, x, y et z, a priori, ce sont des constantes. Enfin, ils sont uniformes dans l'espace. Ils ne dépendent pas de la position de mon point M. Donc, au coup d'œil, moi, je serais tenté de dire que j'ai l'impression que dans mon torseur, si je fais la somme, vu que je vais pouvoir sortir x, le vecteur y et le vecteur z à chaque fois des intégrales, a priori, j'aurai probablement une composante suivant x, et en moment, j'aurai une composante suivant y que je vais appeler m, et une composante suivant z que je vais appeler n. Voilà, ça c'est a priori. Je suis à peu près sûr, hein, typiquement, de ne pas avoir de composante suivant y ici, hein, puisque je vous laisse vous convaincre que si je somme ces torseurs, ces petites forces élémentaires, il n'y a aucune raison que x d'un coup change de direction. Ok, mais alors ça c'est un petit peu naïf. On va réfléchir en termes de symétrie. Est-ce qu'on va avoir en fait ces trois composantes ou pas? Alors, on va reprendre notre problème. Je vais juste redessiner là sur le côté mon évolution de champ de pression. Hein. C'est juste un petit peu symbolique, hein, mais c'est pour le raisonnement. Ok, mais ça, on a ça hein, pour chaque position suivant l'axe Y. Alors, est-ce que vous voyez des plans de symétrie, des axes de symétrie,
ou des centres de symétrie. Vous avez le droit de mettre en pause et de réfléchir quelques secondes. Je pars du principe que vous avez mis en pause et que vous avez donc eu le temps de réfléchir. Alors, ce qui est sûr, c'est que notre surface, c'est un rectangle. Donc, a priori, un rectangle... Oh, pardon, pourquoi j'efface moi un rectangle, déjà, ça a deux plans de symétrie assez naturels. Ça a ce plan-là, et ça a le plan qui passerait par le milieu de ce côté, à ce niveau-là. Alors, encore une fois, là, je dessine pas les plans. Pour dessiner les plans, il faudrait que je dessine ça. Voilà, donc là, j'ai dessiné un plan, et là, j'ai dessiné l'autre plan. Donc ça serait les deux plans de symétrie potentiels de notre surface. Encore une fois, un rectangle. Assez intuitivement, j'ai ces deux-là. Ok. Alors, est-ce que ces deux plans de symétrie vont être intéressants? Regardez le chargement que j'ai dessiné à ce niveau-là. Ce qui est sûr, c'est que, oui, ma surface, elle est bien symétrique par rapport au plan que je vais appeler P1, là, par exemple, et ce plan-là, ça va être le plan P2. Donc oui, ma surface de contact est bien symétrique par rapport au plan P1, mais mon chargement, il n'est pas symétrique par rapport au plan P1. Typiquement, mes forces, elles sont plus faibles au-dessus qu'en dessous. Donc ça va quand même poser problème, ce qui veut dire qu'a priori, le plan P1, il n'est pas à la fois plan de symétrie pour la géométrie et plan de symétrie pour le chargement. Donc conclusion, mon plan P1, c'est pas un plan de symétrie. Donc, hop, il n'est pas intéressant, je l'efface. Maintenant, le plan P2. Donc le plan P2, c'est le plan qui est défini par OXZ. C'est le plan OXZ. Alors ce plan-là, c'est bien un plan de symétrie, effectivement, pour ma zone de contact. Je vous rappelle, ma zone de contact, c'est le rectangle qui est derrière. Ça, c'est pas de souci. Il coupe bien le rectangle en deux. C'était pas marqué dans le paramétrage, mais ici, là, j'ai L sur 2 et L sur 2. Ok. En ce qui concerne le chargement, ce que je vous ai dit juste avant, c'est que cette pression, en fait, on a la même pour chaque valeur de Y. Donc, globalement, encore une fois, le chargement, il va être symétrique par rapport au plan qui coupe le barrage en deux. Donc là, ce qui est sûr, c'est que par rapport à ces deux aspects, la géométrie et le chargement, le plan P2, c'est un plan de symétrie. Donc ça, c'est intéressant. Donc là, ce que j'ai marqué ici, c'est du raisonnement au brouillon dans votre tête. Alors maintenant, on va commencer un petit peu plus la rédaction. Donc on va pouvoir dire que le plan O, alors c'est quoi je dis, OXZ, est un plan de symétrie. Donc c'est un plan de symétrie, ça veut dire pour la géométrie, mais aussi pour le chargement. Ok. Donc vu que c'est un plan de symétrie pour la géométrie pour le chargement, on va faire comme pour le vérin dans l'exercice d'avant, on va supposer un point symétrique à notre point M, et on va regarder ce qui se passe. Alors là sur votre copie, ce qu'il faudra faire le cas échéant, c'est des petites figures. Donc bon, moi là je me profite d'avoir un dessin relativement propre pour pouvoir travailler dessus, mais dans l'idée, il faudrait faire des petites figures le plus clair possible, soit deux figures en 2D, soit une figure en 2D et une figure en 3D, voilà. Bon, essayer de faire quelque chose de lisible. Donc là, j'ai mon point M, et je vais faire un point M', qui va être le symétrique du point M par rapport à mon plan. C'est-à-dire que je vais me mettre à une F ici avec une valeur moins Y. Avec une valeur moins Y, et par contre, à la même altitude Z. Donc à ce niveau-là, j'ai un point que je vais appeler M'. Et au niveau de ce point M', je peux calculer un petit élément de surface, etc., etc. Et globalement, ce que je vais avoir, c'est ici un petit effort df que je vais appeler dfm. Et donc ici un petit effort qui normalement devrait faire la même longueur, les mêmes directions, etc. Enfin le même quoi, vu que mon chargement est symétrique, qui va s'appeler df, j'écris comme un pied, dfm'. Ok. Alors, donc moi je raisonne sur ce petit dessin. Au passage, une vue du dessus, ça aurait pu être intéressant. C'est-à-dire une vue, si vous voulez pas dessiner en 3D, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, dans le plan X, Y avec Z qui sort du tableau, ça me permet de tracer à peu près, de tracer ça de façon intéressante.
Ok, alors, on va commencer par réfléchir à la force dFm, pas dFm'. Alors juste, excusez-moi, pour que ça soit plus clair pour la suite. Oh, putain. Pardon, pas de gros mots. Sinon je vais être démonétisé. C'est une blague. Ok, alors. Style. Ok. Je vais juste la représenter en vert pour pas qu'on se mélange les pinceaux dans mes tracés. Donc cette force petit m, la force au niveau du point M, par rapport à l'axe OZ, elle va avoir tendance à me générer un moment qui va me faire tourner dans ce sens-là. Je vous laisse vous en convaincre, j'ai une petite force, ok, j'ai un bras de levier, donc je peux déterminer le moment autour de l'axe OZ comme étant force fois bras de levier, et pour réfléchir au sens, je regarde, là je vois que je vais tourner du coup de Y vers X, donc a priori je devrais avoir un moment porté par Z qui vaut Y, c'est mon bras de levier, fois ma petite force, et qui devrait être négatif suivant Z. Juste petite remarque en passant, moins Y fois ma petite force suivant Z. C'est ce qu'on a trouvé. Bon. Donc on l'a fait par Varignon, mais on aurait pu raisonner... je suis remonté un peu haut là, non? Oui. Mais on aurait pu raisonner avec les bras de levier. Ma force associée à M', qu'est-ce qui va se passer? Elle va me générer aussi un petit moment autour de cet axe-là, avec le même bras de levier, puisque je vous rappelle que la distance OY, c'est la même que la distance OY, enfin moins Y. En gros, cette longueur-là, c'est la même que cette longueur-là. Mes deux forces ont la même longueur, enfin ont la même norme, donc je vais avoir le même moment en termes de norme, mais par contre, attention, lui va me donner envie de tourner dans l'autre sens. Encore une fois, je vous laisse essayer d'y réfléchir et de vous en convaincre. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les moments suivants Z, ils vont se compenser. Alors excusez-moi, c'est pas en violet que je voulais le faire, c'était en vert. Je vais être cohérent dans mes couleurs. Ok. Donc, ça, vous pouvez dire que ça correspond au moment en haut donc de dFm' scalaire Z. Ok. Et pour le rouge, c'est le moment en haut de dFm scalaire Z. Donc tout ça pour dire que les moments suivants Z, ils vont se compenser. Par contre, maintenant, si je raisonne pour la composante de moment suivant Y, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ma petite force en M à ce niveau-là, par rapport à mon axe OY, elle va me donner envie de tourner dans ce sens-là. Et ma force en F', par rapport à mon axe OY, elle va me donner envie de tourner aussi dans ce sens-là. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de mettre en évidence? C'est que les composantes suivant Z, elles vont avoir tendance à se compenser entre deux points qui sont symétriques, alors que les composantes en moment suivant Y, elles vont s'additionner en fonction à partir de deux points qui sont symétriques. Donc tout ça pour dire que par symétrie, alors la rédaction, ça serait de me faire un joli petit dessin comme j'ai fait avec des couleurs, le but du jeu étant en gros que votre correcteur comprenne ce que vous avez voulu lui dire. C'est compliqué de faire de très jolies phrases et d'être parfaitement clair là-dessus, sauf en écrire des pages et des pages, et c'est pas le but. Il faut juste montrer à votre correcteur que vous avez pensé à prendre deux points symétriques et que là on a des moments qui vont dans le même sens et que là on a des moments qui vont pas dans le même sens. Voilà. Et donc à partir de là, votre correcteur dit ok, c'est bon, je comprends ce qu'il a voulu me dire et je comprends ce que veut dire son par symétrie. Donc on va avoir une composante suivant X en résultante, encore une fois, ça va juste se sommer, mais par contre on n'aura qu'une composante suivant Y. Et la composante suivant Z, elle va s'annuler. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir réfléchi à ça, l'intégrale de ce terme-là, je ne vais même pas la calculer, parce que je sais qu'elle est nulle. Donc, pas besoin de s'embêter. Alors, on va calculer les deux autres termes, donc avec x égale. Donc x, ça va être simplement... Alors, ça va être l'intégrale de df de... C'était quoi? E sur b projeté sur x, donc scalaire x. Intégrale sur la surface. Alors c'est parti, on va remplacer tout ça. Alors, on va réfléchir aux bornes d'intégration après. Donc, que valait mon expression de mon effort? C'était P2Z
x ds x. Ok. Alors, le ds, je vais commencer à le remplacer. Donc on a dit un ds, on l'a dit juste au-dessus, à ce niveau... Enfin, depuis, je l'ai effacé. Mais ds, c'était dy fois dz. Donc déjà, mon ds, je peux le remplacer par dy dz. Alors encore une fois, je vous rappelle, dans l'idée, quand on écrit plusieurs intégrations, c'est comme si on avait des parenthèses, de façon vraiment générique. Donc ça veut dire que la première intégrale correspond à l'intégrale suivant y. Alors là, y varie entre combien et combien? Alors là, par symétrie, j'ai le choix. Soit je peux varier y de moins L sur 2 à plus L sur 2, pas de problème. Soit sinon, je peux dire, je peux faire varier juste y de 0 à plus L sur 2, donc en fait travailler que sur la moitié droite de mon barrage, et dire qu'il se passe la même chose à gauche. Donc, mettre un facteur 2. Donc là, encore une fois, par symétrie, j'ai le choix. Donc je vous propose, juste pour insister sur ce côté symétrie, on va faire cette hypothèse-là, c'est-à-dire que je vais juste travailler de 0 à L sur 2, mais du coup, je vais multiplier mon résultat par 2, puisque je sais que par symétrie, il se passe en fait la même chose entre moins L sur 2 et 0 pour Y. Ok, et pour ma composante suivant Z, ma composante suivant Z, si je reprends mon schéma, elle varie entre 0 et H. Ok. Alors, petite remarque en passant. Donc, mon vecteur x, il est indépendant de y et de z, des variables y et z. Donc, par conséquent, mon vecteur x, je peux le sortir. Et donc, je vais avoir du x scalaire x qui va me faire 1. Ce qui fait qu'au final, je vais avoir juste 2 intégrale de 0 à h, intégrale de 0 à L sur 2, de P de Z qu'on va remplacer par son expression. Donc c'était P atmosphérique plus ρg, ça devait être H-, je sais plus, H-Z. Alors P atmosphérique, je vais le noter PA pour aller plus vite. H-Z, donc dy dz. Ok, alors comme précédemment, je vais séparer mes intégrales. Donc x est égal à 2, ça bouge pas. Qu'est-ce qui dépend de y là-dedans? Rien du tout. Donc du coup, je peux avoir directement intégrale de 0 à L sur 2 de y. Encore une fois, pourquoi j'ai le droit de séparer mes intégrales... dy, excusez-moi. Pourquoi est-ce que j'ai le droit de séparer mes intégrales? C'est simplement... Attendez, je finis d'écrire avant de marquer une bêtise en papotant. Oui, c'est simplement parce que mes variables sont indépendantes, y et z sont indépendantes, et que dans mes bornes d'intégration, rien ne dépend de de y ou de z. Donc là, je peux séparer mes intégrales sans trop de soucis. Et après, quand j'ai quelque chose qui dépend de y, ça va aller dans l'intégrale de y. Quand j'ai quelque chose qui dépend de z, ça va aller plutôt dans l'intégrale de z. Ok. Alors maintenant, on fait le calcul. C'est parti. On va avoir donc 2 intégrale de dy entre 0 et L sur 2, ça va nous donner du L sur 2. Ok. On voit que les deux vont se simplifier. Et après, on va se retrouver avec, donc, entre 0 et h, la primitive de l'expression. Donc ça va nous faire quelque chose du genre PA z plus ρg h moins z au carré sur 2. Entre 0 et h. Alors on continue. X c'est égal à L, j'ai simplifié les deux. Donc quand z est égal à h, on va avoir du PA de h, enfin PA fois h, plus ρg, donc h moins h, ça va faire 0, au final, il va rester que PA fois h. Ok, maintenant, quand z est égal à 0, on va avoir moins 0 pour PAZ. Alors, juste un point tout à fait précis, donc PH plus 0, moins 0. Donc ça, c'est quand z est égal à 0, c'est le premier terme. Et quand z est égal à 0, le deuxième terme. Ça va nous faire du... C'était h-z, c'était pas z moins h? J'ai pas fait une bêtise? Non, c'était h-z. Ah oui, mais j'ai le signe moins. Bah non, bizarre. Alors, moins ρg h carré sur 2. Ah oui, ok, autant pour moi. Et c'est moins
0, moins, ok. Hop, c'est bon. Donc j'ai bien moins fois moins, ça va me faire plus. J'ai eu un petit peu peur. Ok, on a presque fini. Et du coup, on trouve que x est égal à quelque chose de la forme LH facteur de... non, alors, L, non, pas facteur. Je vais marquer juste LH, P atmosphérique. Ok, plus ρg h carré sur 2. Alors, on va juste prendre l'anti-sèche, voir si ça correspond à la résultante qu'on était censé trouver dans le poly. Ah bah, c'était... Ok, la résultante, LH facteur de P atmosphérique plus ρg... Ah bah oui, j'ai mis H en facteur. Hop là, vu que j'ai mis H en facteur, ρg H sur 2. Ok, et donc c'est bien porté par X. Donc, en tout cas, pour l'instant, on a démontré la résultante du torseur, c'est déjà pas mal. Petite remarque, hein, on voit que le moment, il n'a qu'une composante suivant Y. Donc notre raisonnement par symétrie, il a l'air d'être plutôt bon. Alors maintenant, on va finir le calcul. Donc on l'a fait pour X, on va le faire pour le moment. Alors, et M. Donc M, c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale sur le solide, sur la surface, pardon, de ma composante du moment élémentaire, donc de l'eau sur le barrage, scalaire Y, puisque je sais qu'au final, il n'y a que celle-là qui va m'intéresser. Ok, c'est parti. Donc, ça va me faire l'intégrale de... Alors, pareil, 0 à H et 0 à L sur 2. Encore une fois, là, je vais travailler que sur la moitié du barrage. Donc, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par 2. Ça fait partie des petites erreurs classiques. Très souvent, dans les sujets, on va vous inciter à travailler que sur la moitié ou le tiers du problème. Enfin, ça dépend des symétries. Et il ne faudra pas oublier à la fin de multiplier. Donc, je m'intéresse, hein, là encore, juste si je reprends le schéma, que à ce qui se passe sur la droite du système. Hein. Donc là, tout ce que je colorie en noir, hein, globalement, ça ne m'intéresse pas. Et je vais à la fin juste multiplier par 2 mon résultat, puisqu'on voit que le moment généré ici et le moment généré ici, ça va être le même, ils vont dans le même sens, donc je vais juste avoir un facteur 2 qui va traîner. Très bien. Et après, il me faut remplacer l'expression du moment que j'ai oubliée. Elle est où? Elle est là. On s'embête pas. Copier. Coller. Très bien. Et juste à la place du dy, je vais mettre, donc là encore, du dy, enfin du ds, pardon, je vais mettre du dy dz, et donc c'est scalaire y. Ok. Alors même raisonnement que tout à l'heure, hein, le y, il ne dépend pas de la position du point, donc je peux le sortir, et je vais me retrouver avec du y scalaire y, ce qui va me faire 1. Donc ça, c'est gratuit. Ensuite, donc, je vais juste remplacer par les expressions, intégrale de 0 à h, intégrale de 0 à l sur 2. Donc j'ai du z fois pz, c'est-à-dire z fois pa, plus ρg hz moins z carré. Hop, est-ce que j'ai bien un truc? Je crois pas. dy dz. Donc là, j'ai juste développé le z dans l'expression de ma pression. Donc, encore une fois, même méthode, je vais séparer mes intégrales. Alors là, j'ai rien encore qui dépend de y, hein, donc je vais pouvoir dire que c'est l'intégrale, donc 2 fois l'intégrale de 0 à L sur 2 de dy. Ok, ça c'est fait. Et l'intégrale de 0 à h, donc suivant z, là c'est un petit peu plus compliqué. Donc de z fois ma pression atmosphérique plus ρg facteur de hz moins z carré dz. Enfin, c'est un peu plus compliqué, hein. On intègre un polynôme de degré 2. Là encore, je pense que vous avez fait des trucs plus compliqués que ça en maths. Donc, la primitive de dy entre 0 et L sur 2, ça va me donner à nouveau L sur 2. Et après, il me reste à trouver une primitive de ce qu'il y a de mon polynôme de degré 2. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Je vais avoir du z carré PA sur 2, plus ρg, facteur de hz carré sur 2, moins z3 sur 3.
Ok, à prendre entre 0 et h. Donc on applique. Les deux vont se simplifier. Ensuite, donc quand z est égal à h, je vais me retrouver avec du h carré PA sur 2 plus ρg h cube sur 2 moins h cube sur 3. Et quand z est égal à 0, je vous laisse vous convaincre que ça fait 0. Ok, et donc là on a dû trouver la même expression que m, on va juste essayer de la mettre sous la bonne forme. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc ils ont factorisé par LH2 sur 6, pas de souci. Donc là j'ai déjà L en facteur, donc je vais mettre H2 sur 6 en facteur. Alors, ouais, moi sur 6 j'ai la flemme. H2, donc il va me rester PA sur 2 plus ρg. Alors là si on met au même dénominateur, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 3H3 moins 2H3, ce qui va nous faire H3 sur 2 fois 3, 6. Et vu que j'ai mis H2 en facteur, il va me rester que H. Ok. Et donc, normalement, là, on doit retomber sur quelque chose d'équivalent au poly. Alors, si je mets 6 en facteur, effectivement, je vais me retrouver avec un 3 à ce niveau-là. On peut le faire, hein. Donc ça, c'est bien équivalent. Donc si je mets le 6 en facteur, là, je vais avoir un 3. Et là, ça va sauter. Et du coup, je retrouve bien ce qu'il faut. Ok, donc là, on vient de justifier ce torseur d'action mécanique globale de l'eau sur le barrage. Alors là, ça commence à être un exercice relativement pénible en termes de calcul. Alors, il faut voir ce qu'on appelle pénible, hein. Vous avez vu, on a intégré des polynômes de degré 2. Ça sera rarement plus compliqué que ça. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir des configurations pénibles? Il y a deux possibilités. Soit c'est que le chargement est un peu compliqué. Donc c'était le cas ici, hein, on a vu où le chargement, typiquement, c'était un champ de pression qui n'était pas uniforme. Donc c'est un peu pénible. Mais c'était assez simple au niveau de l'intégration parce que le domaine d'intégration, c'était un simple rectangle. Une autre façon d'avoir des configurations un peu compliquées, c'est si on a des domaines d'intégration qui sont un peu plus tordus qu'un rectangle. Par exemple, imaginez que mon barrage, en fait, il a une forme de trapèze. Voilà. Donc le fluide, il appuie juste sur l'intérieur de ce trapèze. Bon, bah là, dans mon intégration, il faut commencer à faire un peu plus gaffe à ce qu'on fait. Parce que là, on va avoir des bornes d'intégration qui vont dépendre l'une de l'autre. Donc on ne pourra pas faire n'importe quoi. On fera à l'occasion un exercice là-dessus. Bon, et si jamais vous avez un chargement compliqué et une géométrie compliquée, déjà, ça serait étonnant. Et franchement, vous pouvez être sûr qu'à peu près pas grand monde fera la question, parce que, d'expérience, vous n'êtes pas des fanats des calculs d'intégrale. Alors, on va aborder la dernière partie, qui est un point intéressant. Donc là, on nous dit qu'il existe un point A, et que le point A appartient à l'axe central du torseur, même pour être plus précis, l'axe central du glisseur, puisqu'on nous dit que le moment A va être nul. Et la question qu'on peut se poser, c'est, ok, pas de souci, où est ce point A? Donc la question à laquelle on va essayer de répondre là rapidement, c'est où est ce point A? Alors déjà, par symétrie, alors je vais effacer mon magnifique trapèze, par symétrie, je vous laisse vous convaincre que le point A, il est nécessairement sur l'axe OZ. Encore une fois, imaginez que mon point A ne soit pas sur l'axe OZ. Ce qui va se passer, c'est que la force de ce qui se passera, on va dire à gauche, enfin en tout cas pour les Y petits, Y négatifs, va être plus importante que ce qui va se passer de l'autre côté. Donc, par conséquent, déjà, je sais qu'au niveau de mon point A, si je calcule le moment, j'aurai envie de tourner autour de l'axe AZ. Donc là, ce que je suis en train de vous faire sentir, c'est que si le point A n'est pas sur l'axe de symétrie, a priori, le moment il ne sera pas nul. Donc déjà, je sais que le point A, il est quelque part ici, sur l'axe OZ. Et d'ailleurs, ça, on vous le soufflait, hein, puisqu'on vous disait que OA, c'était CZ. Ok. Donc on va partir de là. On va partir du fait que il existe A, voilà. On le suppose. Alors on pourrait le justifier, on pourrait le démontrer, encore une fois, c'est pas le but aujourd'hui. Mais on suppose qu'il existe un point A tel que le moment en A de l'action mécanique de l'eau sur le barrage soit égal à 0. Et donc par symétrie, on sait que OA, on sait que OA est porté par Z, et donc par exemple on peut l'appeler CZ. Donc si on détermine C, on pourra connaître exactement la position de ce point
de ce point A. Donc là, vous avez le résultat, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on l'a trouvé. Ben là, ce qu'on va faire, c'est simplement du Varignon. C'est-à-dire qu'on sait, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le torseur d'action mécanique global de l'eau sur le barrage, on peut l'écrire au point O, sous la forme, alors je le mets sous, je garde mes notations X et M, c'est pour aller plus vite. Sous cette forme-là, donc ça c'est au point O. Donc j'ai une composante en résultante suivant X, que j'appelle grand X, et une composante en moment suivant Y, que j'appelle grand M, au point O. Ok. Et je sais que le moment en A est nul. Donc là, je sais pas où, mais moi je suis assez tenté par un Varignon. C'est-à-dire dire, bon bah du coup, je vais écrire Varignon, je vais dire que le moment en A de l'action mécanique de l'eau sur mon barrage, c'est égal au moment en O de l'action mécanique de l'eau sur mon barrage, plus AO vectoriel, donc la résultante d'action mécanique, je vais l'écrire de façon formelle, la résultante d'action mécanique de l'eau sur mon barrage. Ok, donc on remplace. Le moment A, il est nul. Le moment O, bah, il vaut grand M porté par Y. AO, ça vaut petit c porté par Z. Non, excusez-moi, moins c porté par Z. Et la résultante de l'action mécanique de l'eau sur le barrage, c'est grand X porté par X. Ok, ben là je peux mener les calculs à droite, hein, donc j'ai vecteur nul qui est égal à MY. Ensuite, j'ai du moins CX, et Z vectoriel X, ça fait Y. Donc j'ai vecteur nul qui est égal à M moins CX. Y. Donc là, j'ai deux vecteurs qui sont égaux, donc il faut nécessairement que leurs composantes soient égales. Donc le vecteur nul, toutes ses composantes, c'est 0. Donc de ça, en gros, en faisant un produit scalaire avec y, qu'est-ce qu'on en déduit? Ben, que la composante suivant y, c'est 0 pour le vecteur nul, et que la composante en y pour le vecteur qui est à droite, c'est m moins cx. Donc on en déduit que c, c'est égal à m sur x. Voilà, donc si vous connaissez le moment en un point, vous pouvez trouver, si vous connaissez le moment en un point et que vous connaissez, alors soit en gros et qu'on vous dit qu'il y a un point de moment nul, bah vous pouvez trouver sa position en fait en faisant un simple Varignon. Alors là, il suffit plus que de remplacer m et x par leurs expressions. Vous secouez un petit peu fort l'expression, hein, et je vous laisse vous convaincre qu'on peut retomber là-dessus. Donc ça, c'est simplement, hop, ça c'est m, ça c'est x, et ce qu'on obtient ici, là, c'est m sur x. Je vous laisse vous en convaincre. Voilà. Donc là, on a fait deux exercices un petit peu différents, mais classiques. Donc on va continuer à en faire quelques-uns. Hein. Il faut prendre je cherche le mot, les réflexes de calcul là-dessus. Rechercher, donc déjà pas louper une étape. On écrit le torseur local au point d'application de la petite force. On exprime le torseur local en un point qui ne bouge pas lors de l'intégration. Puis, et seulement puis, on intègre la résultante et le moment. Et même avant d'intégrer, on réfléchit à est-ce que par hasard, il n'y aura pas des composantes nulles par symétrie. Comme ça nous évite de faire du calcul pour rien. Et voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on va continuer des exercices tranquillement là-dessus la prochaine fois. Allez, à bientôt.